Je sais pas pour toi, mais des fois, quand j'écoute nos élus parler de migration, j'ai l'impression d'être à Fort Boyard en train d'essayer de résoudre une énigme du père Fouras. Qui est capable de défier le père Fouras? Puis comme les enjeux migratoires sont au centre de l'actualité, je nous ai préparé un petit guide. Réfugiés et demandeurs d'asile, est-ce que c'est la même chose? Très bonne question. Un demandeur d'asile, c'est une personne qui arrive en sol canadien puis qui dépose une demande d'asile en vertu de la Convention de Genève parce qu'elle craint pour sa vie ou sa sécurité. En attendant que sa demande soit traitée, cette personne est un demandeur d'asile. Et si le jugement rendu est favorable, elle devient réfugiée. C'est simple, non? Mais il y a aussi des réfugiés qui arrivent au Canada et n'ont pas besoin de demander l'asile à leur arrivée ni d'attendre un jugement. C'est simplement des réfugiés qui ont un parcours différent. Ils ont été sélectionnés à l'étranger, comme ça a été le cas, par exemple, en 2015, des réfugiés syriens qui fuyaient la guerre et qui ont été accueillis par le Canada. Quand ils sont sélectionnés à l'étranger, les réfugiés arrivent au Canada avec une résidence permanente. La résidence permanente peut être octroyée à des réfugiés, mais aussi à d'autres catégories de migrants. Par exemple, ma famille a immigré du Maroc pour s'installer au Canada en 1997. On fait partie de ce qu'on appelle l'immigration économique. Et à notre arrivée, on avait la résidence permanente. Mais là, la résidence permanente, est-ce que c'est la même chose que la citoyenneté? Non, pas tout à fait. Une personne qui détient la résidence permanente n'a pas de citoyenneté canadienne. La carte de résident permanent, ça lui permet d'obtenir un numéro d'assurance sociale, de travailler, d'étudier, de payer des impôts ou d'utiliser des services publics, par exemple. Mais elle n'a pas le droit de voter ni d'occuper des emplois qui demandent une autorisation de sécurité de haut niveau. Dans le fond, la résidence permanente, c'est comme un stage. Et après 3 ans en moyenne, les résidents permanents peuvent déposer une demande de citoyenneté, passer un examen, parfois une entrevue, et si leur demande est acceptée, ils doivent prêter serment au Canada dans une cérémonie de citoyenneté. Certaines catégories de migrants ont des statuts plus précaires que d'autres. Ces personnes n'ont pas accès à des passerelles vers la résidence permanente. La catégorie qui fait le plus souvent les manchettes, c'est celle des travailleurs étrangers temporaires. Leur nom le dit, ce sont des travailleurs qui obtiennent un permis pour travailler au Canada pour 2-3 ans, par exemple. Mais si tu veux comprendre pourquoi c'est un sujet controversé, je te propose d'aller jeter un œil aux autres capsules. Il y a aussi les étudiants étrangers. Ça, c'est des étudiants qui viennent faire le même bac que toi, mais pour beaucoup plus cher. Sauf s'ils sont français ou belges, parce que eux, c'est différent. Ça, c'est pour la même raison qu'ils se qualifient d'expatriés, même quand ils ont le même parcours migratoire que d'autres migrants. On parle aussi souvent de personnes sans statut ou sans papier, sans préciser que généralement, il s'agit de personnes qui sont entrées au pays avec un permis ou un visa. Il y a différentes raisons qui peuvent expliquer leur perte de statut, et ça aussi, on en parle dans une autre capsule. Et peu importe la catégorie de migrants, une expression qui revient souvent, c'est la capacité d'accueil. Concrètement, c'est quoi la capacité d'accueil du Québec? Est-ce que c'est 25 000? 30 000? Non, 50 000. 50 000 une fois! 50 000 deux fois! 100 000? Non, 35 000! 27 792. Comme Mercure rétrograde, la capacité d'accueil, ça repose moins sur la science et plus sur des vibes. Elle est souvent exprimée via un seuil magique de migrants. À chaque période électorale, on nous martèle que si ça va mal, c'est parce que notre capacité d'accueil est dépassée. Et pour que ça aille mieux, il faut atteindre un seuil magique. Pour concocter ce seuil magique, il faut mettre une pleine main de sondage dans un chaudron de valeurs québécoises et laisser mijoter à feu doux un soir de pleine lune électorale. Et des fois, après les élections, le seuil grimpe comme par magie quand le grand druide du patronat veut plus de main-d'œuvre. Le seuil magique n'y existe pas parce que l'immigration, ça fait partie d'un écosystème. Parler de la pression de la migration sur les services publics, sans parler du sous-financement ou des conditions de travail ou de toute la main-d'œuvre que tirent les services publics de la migration, ça fausse l'équation. Mais imaginons quand même un monde où on trouve un seuil parfait, l'équilibre complet, un état d'homéostasie. Le moindre changement dans le reste de l'écosystème, par exemple une vague d'austérité, ça s'est déjà vu, ça viendrait rompre l'équilibre et relancer le débat sur la capacité d'accueil de migrants, même si l'élément déclencheur, c'était le sous-financement des services publics.
Et c'est pourquoi il faut considérer l'ensemble des décisions politiques quand on parle de migration et se méfier des chiffres magiques, surtout quand Mercure rétrograde.